Vos billets d'avion avec bagages seront pris en charge et vous pourrez recevoir des aides financières d'installation. Alors n'hésitez pas, faites votre alia avec le Keren Layedi Doute. Keren Layedi Doute, 01 83 80 95 55 et yedidoute.org. Sapiens et IA. Sapiens et intelligence artificielle, rivalité ou complémentarité. Une série exceptionnelle animée par Marc Wielinski sur la révolution de l'intelligence artificielle. Les IA vont-elles remplacer les humains ou les rendre meilleurs? Un voyage au cœur du futur. Bonjour à tous. À l'occasion du sommet mondial pour l'action sur l'IA de Paris, qui réunira une centaine de leaders mondiaux et de nombreuses entreprises de la tech en février prochain, nous vous proposons une série de 10 émissions podcast en partenariat avec l'Institut Sapiens, dans lequel nous essaierons de répondre à la question Sapiens et intelligence artificielle, rivalité ou complémentarité. Cette question nous concerne tous car une révolution est en marche et cette fois l'expression n'est pas galvaudée. Cette révolution de l'IA va bouleverser nos vies et plus encore celle de nos enfants et de nos petits-enfants. Et pour initier cette série, je reçois aujourd'hui Luc Ferry. Luc Ferry, bonjour. Bonjour Marc. Luc Ferry, philosophe, ancien ministre de l'Éducation, qui vient de publier un livre qui nous a inspiré le titre de cette série, IA, grand remplacement ou complémentarité, aux éditions de l'Observatoire. Alors comme toujours, Luc Ferry, vous proposez un livre puissant, extrêmement bien documenté, mais en même temps très pédagogique, qui explique d'abord ce qu'est l'IA, on en reviendra parce que c'est pas si simple, et qui pose avec une grande clarté les problèmes philosophiques, anthropologiques et éthiques que pose son développement extraordinairement rapide. Avec la technologie dans le passé, Sapiens a créé des machines plus habiles, plus rapides, plus robustes que lui, mais avec l'IA, il fait exister des créatures plus intelligentes que lui, et c'est bien toute la question, Luc Ferry. Oui, les gens ne le savent pas encore parce que pour voir par soi-même à quel point ces LLM, ces IA génératives sont plus intelligentes que nous, d'ores et déjà, en vérité, dans certains domaines en tout cas, il faut s'abonner. Il faut pas utiliser les versions anciennes qui sont pleines d'erreurs, de fautes, de ce qu'on appelle les hallucinations. Vous parlez de ChatGPT. ChatGPT, par exemple, il faut s'abonner au 4. Voilà. Et donc, qui va quand même beaucoup plus vite même que les dernières versions qui sont en accès libre. Et lorsqu'on s'y abonne et lorsqu'on voit à quel point cette machine est fascinante. Mon ami Elie Chouraki travaille sur... C'est mon meilleur ami, c'est mon pote, mon frère. Il travaille sur Victor Hugo. On était ensemble, je me permets de le dire parce que c'est pas... Je cite son nom parce que il n'y a rien de gênant pour lui dans ce que je vais dire. Je vais montrer ChatGPT, lui-même le sait, et j'ai demandé à ChatGPT devant lui qu'est-ce que Victor Hugo a fait de remarquable entre 1830, les journées de juillet, et 1848, la révolution de 48. Et les réponses de ChatGPT, si je rajoute les prompts, donc les questions supplémentaires, au bout d'une demi-heure, j'ai 100 pages, et 100 pages qui sont au niveau d'un très grand professeur d'université spécialiste de l'histoire littéraire. Il se trouve que j'adore Victor Hugo. Je lui ai fait traduire 50 pages de mon livre pour un ami de Danny Cohn-Bendit, qui est allemand et qui ne parle pas le français. J'ai fait traduire en allemand. J'ai été traducteur professionnel pendant 30 ans. J'ai traduit Kant, la critique de la raison pratique ou les essais sur l'histoire de Kant dans la Pléiade, donc je peux vérifier. Il a mis 6 minutes montre en main à traduire 50 pages de mon livre et la traduction est absolument parfaite. J'ai pas une virgule à changer. Donc on voit qu'on a là une machine qui est capable d'énormément d'intelligence. Il y a une compétition organisée, bon, avec les médecins. Les médecins aujourd'hui en diagnostic sont pulvérisés par la machine, mais
mais organisé avec les meilleurs professeurs d'université en mathématiques, parce que ces machines n'étaient pas très bonnes en maths. Là, ils ont été eux aussi pulvérisés. Et donc, on voit que cette machine, elle est en train... On va vers ce qu'on appelle l'AGI, donc l'intelligence artificielle, non pas générative, mais généraliste, qui sera meilleure que nous dans tous les domaines. Et comme elle a en plus une culture, si je puis dire, la Library of Congress, c'est 15 millions de volumes, la bibliothèque aux États-Unis. Elle les a avalés. Et donc, elle avale toute la bibliothèque de l'ABN. Donc, elle a une culture, si vous voulez, qui est supérieure à tout ce que le cerveau humain est capable de faire. Donc, ça va avoir un impact absolument immense sur l'emploi, sur la créativité, sur les questions aussi de manipulation, les questions juridiques, éthiques. Bon, qui sera... Juste un mot sur Victor Hugo. Il s'avère, alors les grands esprits se rencontrent, si on peut dire, que moi, j'ai demandé il y a quelques jours à ChatGPT, je préfère dire GPT que GPT, c'est plus correct, demander à ChatGPT, je lui ai dit, je lui ai trouvé une petite histoire de 2 personnes qui revenaient dans leur maison natale, et je lui ai dit, écris-moi un sonnet, sonnet avec quatrains, tercets, etc., à la manière de Ronsard, à la manière de Rimbaud et à la manière de Victor Hugo. Il m'a sorti, en quelques secondes, 3 sonnets qui étaient corrects. Alors, c'était pas du... Mais surtout, celui de Victor Hugo, il a inventé des mots. Oui, c'est ça. Or, Victor Hugo inventait des mots. Mais bien sûr. C'était un des seuls. Comment est-ce que ChatGPT, alors ça, j'étais baba. Comment est-ce que ChatGPT a compris que, en imitant Victor Hugo, il fallait inventer des mots, alors qu'il l'a pas fait sur Ronsard, sur Rimbaud ou sur... Mais c'est ça qui est absolument dingue, et les gens ne le savent pas. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la boîte noire. Ce qui se passe dans la boîte noire, on appelle ça en anglais les trees of thought, c'est-à-dire les arbres de pensée. Quand vous regardez ce qui se passe dans la boîte noire, mais c'est très difficile de comprendre, on n'y arrive pas. Eh bien, le cheminement de cette intelligence artificielle passe par des arbres, comme les arbres des logiciens, si vous voulez. Donc, il s'arrête à tel endroit, il continue à tel autre, il bifurque à gauche, il bifurque à droite, et puis il finit par un résultat. Et on ne sait pas comment il fonctionne. Et donc, alors, on sait comment ça a progressé. Avec la puissance des ordinateurs. Aujourd'hui, on a des ordinateurs. Écoutez bien ça, parce qu'on ne comprend pas. On est aux milliards d'opérations par seconde. Deuxièmement, les algorithmes, et c'est ça qui compte le plus, et les algorithmes sont sans cesse perfectionnés. Donc, il sait dans sa base de culture, et les algorithmes le savent, et savent l'utiliser, que Victor Hugo inventait des mots et que Ronsard n'en inventait pas. Il le sait, il a trouvé quelque part une fiche de lecture là-dessus. Et troisièmement, évidemment, c'est aussi la quantité de données qu'on donne à manger, si je puis dire, à la machine. Quand elle a avalé toutes les bibliothèques du monde, et elle est en train de le faire, mais là, elle est entraînée sur des milliards de documents. Aucun cerveau humain ne peut le faire. Donc, ce n'est pas du miracle, ça reste statistique et mathématique, ça reste une machine. Mais c'est une machine qui est capable de comprendre, en effet, qu'il faut inventer, pour que ce soit crédible, quelques mots nouveaux, quelques néologismes, parce que Victor Hugo faisait ça. Et après, vous avez les prompts. Les gens ne savent pas ça non plus. Mais les questions supplémentaires vous permettent de corriger le tir. Quand il dit une bêtise qui peut arriver... Les prompts, c'est les directives, en fait, qu'on donne. C'est les questions supplémentaires. C'est les questions supplémentaires. Alors, simplement, par exemple, vous pouvez lui dire, ah ben non, là tu t'es trompé, c'est pas bien, corrige ça, et dire, ah merci, c'est gentil de me dire que je me suis trompé, je vais me corriger immédiatement, vous avez raison, et puis là, il vous répond autre chose. Moi, je parce qu'il est très poli, il est très poli, très gentil, il est évidemment entraîné. Ça, c'est la vraie différence avec l'humain. Il faut absolument qu'on y revienne. Mais la vraie différence avec l'humain, c'est que ces machines sont alignées, c'est le terme technique, sur des codes éthiques. Elles ne choisissent pas leurs valeurs. On pourrait faire des machines, là en l'occurrence elles sont wokistes, californiennes et démocrates, bon, mais on pourrait faire des machines hitlériennes ou staliniennes, platoniciennes ou spinozistes ou kantiennes, ce que vous voulez. C'est une question d'alignement par les programmeurs. Je ne sais pas comment il faut dire, puisqu'il y a les deux mots. Mais alors que nous, enfin, si du moins on croit au libre arbitre, nous choisissons nos valeurs. Mais si vous demandez, par exemple, à ChatGPT, je l'ai fait tout à l'heure, est-ce qu'il faut voter à droite ou à gauche aux prochaines élections, il vous répondra, ça dépend de vos valeurs. Mais lui, il est aligné, par exemple, plutôt sur la gauche que sur la droite. Voilà. Il est féministe, il est antiraciste, il protège les animaux. Gemini, si vous demandez à Gemini la recette du foie gras, il vous dit non, je ne peux pas vous la donner parce que c'est méchant pour les oies et les canards. Voilà. Donc, la différence entre l'humain, elle est là, à mon avis, mais c'est un vrai débat. Ça donne un côté humain, alors, à ce moment-là, parce qu'on sait que derrière, il y a des gens qui ont des convictions, peut-être. Voilà, sauf que les convictions sont celles du programmateur et pas de la machine.
Tandis que nous, ce sont les nôtres, en Ouais. principe. Mais si vous discutez avec un spinoziste qui ne croit pas au libre arbitre, par exemple, et il y en a beaucoup aujourd'hui parmi mes collègues, ou un marxiste, un bourdivain, ou avec Changeux qui pense qu'on est tous alignés sur nos codes génétiques, hein, sur les neurones, les fondements naturels de l'éthique, hein, le livre de Changeux, ben, il vous dira, mais qu'est-ce que tu crois? Mais toi aussi, tu es aligné. Voilà, tu es aligné sur ta classe sociale, tu es aligné sur tes neurones, tu es aligné sur ton infrastructure génétique, neurale, etc. Donc c'est un vrai débat philosophique entre déterminisme et libre arbitre. Mais en tout cas, bon, disons en première approximation, je pense que tout le monde croit au libre arbitre spontanément. Ces machines ne choisissent pas leurs valeurs, elles sont alignées sur des codes éthiques par des programmateurs. Et ça, c'est quand même, à mes yeux en tout cas, la vraie différence avec l'humain. Effectivement, c'est central, on va revenir là-dessus, Luc Ferry, mais en tant que pédagogue, c'est à vous que revient le privilège de nous éclairer dans ce premier podcast sur les différentes formes d'IA. Vous le faites dans votre livre, oui. donc je rappelle, IA, grand remplacement ou complémentarité, point d'interrogation, parce que il y a différentes sortes d'IA. Il y a ce qu'on appelle les IA faibles, les IA fortes, et même à l'intérieur, il y a... Est-ce que vous pouvez très rapidement et très simplement nous brosser ce panorama, ce paysage de l'IA? Il y a des IA qu'on dit faibles, étroites. On les dit faibles parce qu'elles ne pensent pas, elles n'ont pas de conscience de soi. Ce sont des machines, elles sont ni vivantes ni conscientes. Mais elles peuvent battre le champion du monde d'échecs. C'est ce qu'elles ont fait en 1997 ou le champion du monde de jeu de Go en 2016, Lee Sedol. Donc elles sont en fait très puissantes. Mais on les dit faibles parce qu'elles n'ont pas de conscience de soi. Et on dit étroites parce qu'elles ne savent faire qu'une seule chose. Elles sont comme un nageur dans le couloir de sa piscine. Donc elle sait jouer aux échecs, elle sait jouer au jeu de Go, elle sait séquencer le génome d'une cellule cancéreuse, mais elle ne sait pas faire autre chose. Donc elle est faible, étroite. Il y a des faibles larges. Il y a des systèmes experts qui sont larges, par exemple en médecine, qui sont capables de vous donner des résultats en matière de diagnostic médical, aussi bien en cancérologie qu'en dermatologie ou en cardiologie, etc. Bon. Et donc elles sont faibles parce que ça reste des machines qui ne pensent pas, qui n'ont pas de conscience de soi, même si elles ont l'air d'en avoir, elles ne l'ont pas, mais elles sont larges. Elles peuvent aussi vous donner des conseils en placement financier ou vous dire ce qu'il faudrait faire pour résoudre la crise ukrainienne, ou etc. Voilà, donc elles peuvent être larges. Et puis, donc des LLM, on les appelle, des Large Language Models. Et puis, vous avez après une quatrième IA qu'on appelle l'IA généraliste, AGI en anglais. Et là, j'ai un vrai débat avec beaucoup de mes amis, puisque moi, j'ai fait l'effort d'acquérir la compétence scientifique. Donc, je suis dans des groupes de chercheurs. C'est pas du jus de crâne philosophique. Hein. Voilà. Donc, il faut avoir la compétence de base, si vous voulez. Sinon, on raconte n'importe quoi assez rapidement sur ces sujets. Tous mes copains chercheurs en IA, qu'ils soient chez Google ou chez Sam Altman, pour eux, IA forte et généraliste, c'est la même chose. Parce qu'ils pensent, comme ils sont matérialistes, ils pensent qu'on va aller vers ce qu'on appelle l'IA forte, la quatrième IA, qui serait une IA qui aurait la conscience de soi et des émotions, qui serait donc une post-humanité. C'est-à-dire des quasi-sapiens, vous avez quasi-humains. Mais même plus que sapiens, parce qu'elle serait non seulement humaine, mais plus qu'humaine, puisqu'elle serait beaucoup plus intelligente que nous, surhumaine. C'est le surhumain. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils disent, l'IA va nous rendre immortels, parce qu'ils se disent, on va fabriquer des IA fortes, ce qu'on appelle l'IA forte. Et moi, je fais une distinction entre l'IA généraliste qui sera beaucoup plus intelligente que nous, d'accord, mais qui sera quand même une machine pas vivante et pas consciente. C'est que ça reste des statistiques, c'est vrai que c'est des maths, c'est tout. Donc il ne faut pas être anthropomorphiste, il ne faut pas projeter là-dessus l'humanité. Mais eux, ils y croient. Par exemple, Sam Altman a dit, quand je serai mort, je veux qu'on télécharge mon cerveau, mon identité, au fond, personnelle, dans la noosphère. La noosphère, ce sera la sphère de l'intelligence artificielle. Et ils croient tous à ça. Mon copain Laurent Alexandre aussi. Voilà. Et donc, moi, pas du tout. Qui sera à ce micro dans quelques jours. Voilà. Mais j'ai ce débat avec lui. C'est avec beaucoup d'amitié, mais en même temps, une divergence de fond. C'est très bien comme ça. J'adore ces divergences-là. Et surtout quand elles sont sur fond d'amitié. Mais voilà, c'est important. Moi, je fais une différence entre l'IA généraliste qui sera plus intelligente que nous dans tous les domaines, et ça va arriver dans la décennie si ce n'est pas déjà le cas, et puis l'IA forte qui serait une post-humanité qui serait consciente, qui aurait des émotions. Alors ce qu'ils disent, mais qu'est-ce que tu crois que tu es d'autre qu'une machine ?
Ils sont matérialistes, c'est ça le matérialisme. Ils disent, mais qu'est-ce que tu crois que tes connexions entre tes neurones, avec voilà, les dendrites au bout, qu'est-ce que tu crois que c'est d'autre que des connexions électriques entre de la matière? Et donc, ils sont physicalistes, en fait. Donc, ils pensent que, et surtout quand on regarde les neurosciences aujourd'hui, ils défendent cette idée qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre des neurones artificiels et des neurones biologiques. Moi, je crois que la différence est fondamentale. Mais c'est un vrai sujet. C'est un débat. On est vraiment là, passé au cœur du sujet. On va revenir dessus, Luc Ferry, mais j'aimerais quand même qu'on continue à s'extasier quelques instants quand même devant l'IA et devant les conséquences qu'il peut avoir, avec tous ces aspects positifs et négatifs. Mais vous dites, parmi les exemples que vous donnez, Luc Ferry, vous dites, prenez l'exemple d'un sommelier. Et vous dites, il n'est pas exclu, je ne sais plus exactement votre terme, que l'IA soit bien meilleur sommelier, en tout cas, pas forcément pour dire quel est le vin qu'il préfère, mais en tout cas pour donner l'origine, la qualité d'un vin, etc. C'est déjà le cas, hein. C'est déjà le cas, Marc. Il y a eu une compétition entre 3 des meilleurs sommeliers de France et puis une IA qui a été fabriquée par le PFL, par l'École polytechnique de Lausanne et par une université, un secteur de l'université de Bordeaux. Et cette IA a battu sur 80 crus, ou 80 cépages plus exactement, elle a battu donc 80 crus et cépages, je mélange les deux, les 3 meilleurs sommeliers de France. C'est-à-dire qu'il a reconnu. Il dit voilà, mais ça, non, ça, et surtout sur des petits cépages, sur des gamay, des chénasses, voilà. Évidemment, Bordeaux, elle les reconnaît, mais elle vous dit voilà, ça c'est un Saint-Émilion, ça c'est voilà, c'est un Pauillac, etc. Et donc parce qu'elle est multimodale, c'est ça le problème, c'est qu'elle est capable. Alors c'est pour de sentir, de voir, de parler, voilà. Et donc. Alors on pourrait vous dire que le travail du sommelier, c'est pas uniquement de reconnaître de vous conseiller. Du vin, ça peut être aussi de conseiller, d'avoir cette interaction humaine avec le restaurant, dans le restaurant, avec le client, le client du restaurant, mais elle le fait. Il le fait aussi. Mais évidemment. Elle vous dit, ah bah attendez, vous avez une solmenière, bah, écoutez, je vous conseille un Chablis, voilà, mais non, surtout prenez pas un Bordeaux rouge ou un Bourgogne, bah, bien sûr qu'elle le fait très bien. Mais ça, et en plus c'est un bébé, c'est ça que les gens comprennent pas, ça a 2 ans ces petites choses, l'IA multimodale. Imaginez dans 50 ans, c'est pour ça qu'il faut se réveiller. Alors, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Moi, j'ai enseigné la biologie quand j'étais gamin avec Jean-Didier Vincent, on faisait un cours ensemble, biologie, notamment biologie et philosophie à Jussieu, à la fac de sciences de Paris, donc j'ai beaucoup appris, puis j'ai continué à travailler dans ce domaine. Et notamment dans le domaine du cancer. Dans le domaine du cancer, l'IA va sauver des millions de vies, donc il ne faut pas non plus être négatif, c'est génial. Il n'y a pas d'immunothérapie du cancer sans IA. On ne peut pas reprogrammer des lymphocytes pour aller attaquer des cellules cancéreuses sans IA. On ne peut pas séquencer le génome d'une cellule cancéreuse sans IA. Ce n'est pas possible. Ça mettrait 40 ans au cerveau humain. Il faut quelques minutes à la machine. Bon. Donc, il n'y a pas de thérapie ciblée sans IA, par exemple. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. On va sauver des millions de vies grâce à l'IA en médecine. Il faut être clair. Et ça, c'est l'IA sympathique et bienveillante. Oui, mais dans le domaine de l'emploi, elle va supprimer des centaines de millions d'emplois. C'est ça. C'est une des questions que vous posez d'ailleurs, que tout le monde pose, mais vous la posez de façon très, très approfondie. Oui, c'est un vrai débat. Vous avez un certain nombre de métiers qui clairement vont être substitués. Les gens n'osent pas toujours le dire. Et oui, puis quand vous le dites au gars qui est le philosophe vous dira non, on ne peut pas toucher à mon métier, c'est trop grandiose. Le médecin vous dira mais non, moi je reconnais les signaux faibles, l'IA les voit pas, je vois si le malade, comment il respire, comment il marche, son odeur, voilà, l'IA le voit pas, mais si l'IA le voit. Et donc les gens se rassurent en se disant mais non, ce que je fais est tellement génial qu'elle n'est pas capable de le faire. C'est pas vrai. Et donc j'ai ce débat avec des économistes. Il y a de très grands économistes comme Philippe Aghion, par exemple, qui dit ça n'aura aucun impact sur l'emploi, ou très peu, parce que ça ne remplacera que les métiers entièrement automatisables. Et puis en plus, il y a, selon la logique de Schumpeter, la destruction créatrice, de nouveaux emplois seront créés. Pardon de le dire, j'ai beaucoup de respect pour Philippe Aghion. Il ne s'agit pas de polémiquer. Je dis ces 2 arguments sont faux. Simplement, je le dis très clairement. Je vous ai donné l'exemple de traducteur, ce n'est pas un métier entièrement automatisable. Là où travaille ma fille dans une entreprise du luxe, il n'y a plus une seule secrétaire pour faire le courrier. Tout le courrier est fait par ChatGPT.
Il n'y en a plus qu'une seule en fin de journée pour relire simplement, voilà, et corriger avec les prompts. Donc c'est pas des métiers entièrement automatisables. Cette année vont sortir les assistants IA, on les a pas encore, mais ils sont capables de remplacer une secrétaire de direction pour organiser tout votre voyage aux États-Unis si vous allez aux États-Unis, en prévenant vos amis, en réservant l'hôtel, etc. Donc il faut pas dire que les métiers qui seront remplacés ne seront que les métiers entièrement automatisables. Traducteur, c'est pas entièrement automatisable. Or, c'est totalement remplacé. Vous voyez? Et je peux le dire, j'ai été pendant 30 ans traducteur professionnel, donc je n'invente pas. Donc il faut que les gens... Donc c'est pas vrai. Et deuxièmement, de nouveaux emplois seront créés. C'est vrai, mais très peu. Parce que les emplois qui seront créés, c'est des emplois Bac+10. Ce sont des data scientists, des programmateurs, ce sont des spécialistes des cyberattaques. Voilà. Bac+10 peut-être pas, mais Bac+5. Si vous justement, on pourrait vous dire, ça va obliger les gens à monter en gamme d'une certaine façon. Oui, dans mais leurs études, si vous obligez 30... bien sûr, Marc, mais si vous obligez 30 000 personnes à monter en grade, d'accord, et que vous supprimez 300 millions d'emplois, le compte n'y est pas. Et en plus, ils ne tiennent pas compte, et je le dis, ils ne tiennent pas compte. Gilles Babinet, qui est le président avec Philippe Aguillon du Conseil du numérique qui a été créé par Macron, j'ai beaucoup de respect pour eux, je discute amicalement avec Gilles Babinet, voilà. Mais ils ne tiennent pas compte de la robotique humanoïde. Regardez les robots d'Optimus, que ceux qui nous écoutent fassent l'effort qui n'est pas très dur. Allez voir les robots Optimus d'Elon Musk, ils sont dingues de chez dingues. Et ces robots Optimus, quand on aura mis ChatGPT 5 dans leur cerveau, ils seront agrégés de philo, d'histoire, de lettres modernes, de biologie, de maths, et ils seront polytechniciens en plus. Voilà. Et donc, vous aurez ça dans 10 ans. Et ils valent 15 000 €, 20 000 €. Ils travaillent H24, ils ne sont pas à la CGT, ils ne font pas grève, il n'y a pas d'arrêt de travail. Vous voyez, donc c'est ça qui se profile à l'horizon. Je ne veux pas faire peur aux gens, mais il faut se réveiller. Alors, c'est très intéressant parce que vous avez un passage dans ce livre très riche, je rappelle, IA, grand remplacement ou complémentarité, et vous dites... OK, il va y avoir perte de nombreux emplois. Oui. Les gens de la tech le sachent, les capitalistes, libéraux, etc. Ils le savent. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus, alors ça c'est très intéressant, ils sont devenus pour le revenu universel. Exactement. En disant il va y avoir des tas de gens qui n'auront plus de boulot, mais il faut qu'ils aient un minimum, sinon la société sera... Donc, très rapidement, d'une idée de gauche, le revenu universel, c'est devenu une idée de droite et libérale. Ça c'est un renversement quand même très étonnant. Sauf que Marc, n'oubliez pas que l'idée de RUB, revenu universel, de base, allocation universelle, on dit aussi, ça a quand même été inventé par Milton Friedman au départ. Donc le pape du économiste libéral, grand néolibéral avec Hayek. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont comme idée? Ils ont cette idée que comme ils vont mettre énormément de gens au chômage, aussi bien les cols bleus que les cols blancs, parce que les cols bleus seront mis au chômage aussi avec les robots humanoïdes qui seront capables d'être dans le BTP plus performants que n'importe quel ouvrier. Faut le dire, parce que c'est la vérité, tout simplement. Et donc, qu'est-ce qu'ils se disent? Bon, on va mettre ces gens-là au RUB, on va les payer à rien faire. Alors, je vous dis quelque chose, les gens, là aussi, pardon, si on ne travaille pas là-dessus tous les jours, on ne le sait pas. Sam Altman, le patron d'OpenAI, l'inventeur de ChatGPT, a financé pendant 2 ans une étude sur le revenu universel de base. Il a payé pendant 2 ans des chômeurs américains 2 000 $ par mois à ne rien faire, à rester chômeurs. Parce qu'il voulait prouver que le RUB était une bonne idée. Et c'est vrai que beaucoup de gens de gauche, d'extrême gauche la défendent, cette idée, et les néolibéraux la défendent depuis toujours. Et donc c'est très intéressant, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que c'est suicide, alcoolisme, antidépresseur. Et l'étude est sortie. D'ailleurs, il y a eu un très bon article dans Le Point sur le sujet le mois dernier. Moi, j'ai regardé l'étude initiale américaine parce que j'essaye toujours, quand j'écris un livre, de vérifier les choses par moi-même. C'est dingue de chez dingue. C'est une catastrophe absolue. C'est un peu comme quand la sidérurgie a disparu dans le nord de la France. Les gens qui se sont retrouvés au chômage se sont mis à boire. Et voilà, et ils étaient malheureux. C'est un problème, ils ne savent plus quoi faire. Et puis, il y a un problème de socialisation aussi. Mais bien sûr, bien sûr. C'est pour ça, c'est moi qui ai fait le service civique en France. Bon, c'est vraiment moi, c'était mon idée, je l'ai fait avec mon conseil, je l'ai fait grâce à Nicolas Sarkozy qui a compris que c'était vraiment une très bonne idée. J'ai fait le service civique pour les jeunes. Bon, et donc c'était mon idée depuis longtemps et c'est une idée à laquelle je tiens beaucoup. Mais je suis absolument certain qu'il va falloir faire un service civique pour les adultes. Autrement dit, je préfère que les gens soient payés au SMIC ou même plus que le SMIC, peut-être 2 000 €, parce qu'il va falloir, pour trouver l'argent, il va falloir prendre l'argent à ces licornes sans salariés.
humain. Oui, bien sûr, parce que Voilà. sinon, bien sûr. vous privatisez Mais bien sûr. les revenus, c'est la vieille Mais bien histoire, sûr. Mais non. et vous collectivisez les coûts. Sam parce que Altman a dit, dans la décennie qui vient, vous verrez apparaître des licornes sans salariés, c'est-à-dire des entreprises valorisées à $1 milliard sans salariés. Ben, ces entreprises-là, moi, je vais les faire payer. Si j'étais encore en politique, je les ferais payer pour payer le service civique des adultes, c'est-à-dire pour être dans un tissu social, un tissu de travail utile à la société. Voilà, et donc ne pas perdre l'estime de soi, ne pas perdre ce réseau social qu'est le réseau du travail. Et puis le réseau du travail, on se perfectionne en travaillant, on il faut que progresse. ce soit une vraie activité. Mais une vraie On ne peut pas activité. payer des gens à Mais casser des bien cailloux sûr, comme dans les pénitenciers. Bien sûr, et ça suppose une vraie réflexion que j'avais déjà conduite quand je me suis occupé du service civique pour les jeunes. Qu'est-ce qu'on peut proposer aux jeunes, et maintenant je dirais qu'est-ce qu'on peut proposer aux adultes, qui ne soit pas pris en compte, qui soit un vrai travail, mais qui n'est pris en compte ni par le privé ni par le public. Par exemple, la rupture de solitude des vieux, comme on dit. Et ça s'appelle comme ça. Il y a aujourd'hui 40 000 centenaires en France, Marc. Les gens ne le savent pas non plus. 40 000 centenaires. Ben, très souvent, ces vieux n'ont pas les moyens de se payer une aide à domicile, mais ils n'ont plus non plus les moyens intellectuels de remplir leurs papiers. Voilà. Et puis même, ils s'ennuient, par exemple, s'ils sont tout seuls, ils ont perdu leur famille. Donc la rupture de solitude, que des gens aillent les aider, leur lire un roman, que sais-je, voilà, jouer avec eux, voilà. Eh bien, ça peut, c'est un travail qui n'est pas vraiment pris en compte par la société ni par le service public. C'est pris en compte par le privé, mais c'est cher. Et donc, du coup, voilà un type de travail qu'un service civique d'adultes pourrait très, très bien faire, comme le font déjà des services civiques de jeunes. Et du coup, vous avez une utilité sociale, et puis vous rencontrez des gens, et puis vous ne perdez pas l'estime de soi. Donc, je suis à fond contre le RUB. Évidemment. Je pense que c'est une catastrophe absolue. Et j'étais très... Alors, qu'est-ce que vous mettez à la place? Parce que, le service admettons civique. que Voilà. vous avez l'air de dire quand même que tout ça va arriver très rapidement. Ah oui, ça va être dans la décennie qui vient. Oui. Alors, dans la décennie qui vient, c'est-à-dire que vous allez avoir des tas de gens Mais dans oui, la rue. Alors mais là, bien sûr. c'est pire que n'importe quelle crise Bien sûr. économique. Sauf que c'est structurel. Mais bien sûr, et c'est pour ça que les gens, il y a des gens qui m'écrivent en disant « Mais non, vous inquiétez pas, on a déjà vu les révolutions industrielles, on s'est inquiété à chaque fois, mais ça a créé, Schumpeter, ça a créé plus d'emplois que ça en a des... » Mais ils comprennent pas que c'est pas la même révolution industrielle que les autres pour deux raisons. D'abord, elle attaque tous les secteurs de la vie humaine. Voilà, elle est partout, partout, partout. Elle est dans l'armée, elle est dans le journalisme, elle est dans la santé, elle est partout. Elle est dans le trafic aérien, elle est dans le trafic des voitures. Elle est dans partout. Les métiers artistiques. Bien sûr, elle est dans les métiers artistiques. Regardez par exemple, Jason Allen, un artiste américain, a gagné le prix de la foire d'art contemporain du Colorado avec une œuvre d'art qui est d'ailleurs, moi je trouve très très belle, qui s'appelle en anglais Space Theater Opera. Donc elle est magnifique, vous pouvez la regarder sur Internet. Space vous la trouvez tout de Theater, suite. oui, c'est Voilà. Elle est très belle. Moi je la trouve très belle. Bon, il a gagné. Et en fait, c'est une œuvre fabriquée par Midjourney, par une IA générative. Bon. Et donc, et puis pour une deuxième raison, c'est que c'est la première révolution industrielle qui non seulement est partout, dans tous les secteurs de la vie humaine, mais qui attaque l'humain dans son humanité, c'est-à-dire le langage, l'intelligence, le langage. Elle parle comme vous et moi. En 3 secondes, vous parlez avec ChatGPT comme avec un psychologue ou comme avec un universitaire en maths ou en lettres. C'est dingue à ce qui se passe. Et les gens ne sont pas au courant, ils pensent que c'est une blague. Et il y a encore des crétins, pardon de le dire, qui s'amusent à repérer les erreurs que font ces machines en utilisant des versions antérieures à la version actuelle. Voilà, je ne veux pas citer de nom, mais ça me rend malade parce que, et pardon de le dire, le pauvre, je lui en veux pas, mais le ministre Barrot, qui était ministre du numérique il y a 2 ans, a dit que ChatGPT est un perroquet approximatif. C'est dingue. Quand vous êtes ministre du numérique, vous n'avez pas le droit de dire des bêtises pareilles. Comme si on reprochait à un enfant de ne pas savoir très bien parler. Oui, voilà, c'est ça. Alors qu'il ne comprend pas qu'il avait entre les mains le 3,5 et qui est comme un enfant de 2 ans par rapport à un prof d'université. Voilà, c'est terrible. Ce retard des politiques m'inquiète. C'est pour ça que je tire la sonnette d'alarme et que j'ai fait un livre très pédagogique, même si il est évidemment très, très travaillé. Oui, il est très pédagogique. Alors, je repose ma question quand même. Vous dites que ça va être très rapide, qu'il va y avoir probablement beaucoup de gens sur le carreau qui avaient des métiers dans les 10 ans, qui n'auront en tout plus cas, aucun sens parce que... Oui. Personne n'en voudra plus et que ça coûtera beaucoup moins cher pour les entreprises qui choisissent toujours les options les plus économiques, les plus rentables. Elles sont faites normal, pour ça. c'est leur rôle. On peut alors, si vous êtes contre le RUB, comment vous gérez ça pour que ça ne génère, enfin, que ça ne
finisse pas en explosion sociale généralisée. Service civique, c'est ce que je vous dis, il faut payer les gens, mais à travailler, pas à rien faire. Voilà. Le service civique, c'est, si vous voulez, la même chose que le RUB. D'accord. Non, c'est un Voilà. RUB, mais où Payé. on demande une contrepartie. Mais évidemment. Ah oui, Voilà, d'accord. c'est ça. D'accord. Comme on l'a fait C'est un une peu espèce pour le d'emploi RSA, d'État, ou quoi. on devrait le faire pour le RSA. Et donc, c'est comme le RUB, puisqu'on paye les gens, il ne s'agit pas de ne pas les payer, mais on les paye à faire quelque chose qui a une utilité publique pour tout le monde. Et du coup, on ne perd pas l'estime de soi et on ne perd pas la relation aux autres. Ça ressemble à ce que faisaient les Anglais au début du 19e siècle, quand ils ont fait ces grands ateliers de tissage, etc. Bien sûr, quand il y a eu, ou même, alors, sauf que c'est plus intelligent aussi que ce que proposait Louis Blanc avec les ateliers nationaux, parce que ça, économiquement, ça tient pas la route. Mais ce que je propose, c'est en effet de taxer, du coup, pour ces entreprises de milliardaires, sans salariés. C'est-à-dire qu'il y aura des licornes sans salariés, il faudra les taxer pour qu'on paye justement ces personnes qu'elles mettront au chômage et qui pourront et qu'on pourra payer dans un service civique plutôt que payer au RUB à ne rien faire. Parce qu'au RUB, encore une fois, l'expérience de Sam Altman, elle est très sérieuse. Pendant 2 ans, il a vraiment payé. Ça lui a coûté des millions de dollars, hein, cette expérience. Elle prouve que le RUB, ça tourne à la catastrophe. Parce que quand vous avez 60 balais, que vous vous retrouvez avec votre mari depuis 40 ans ou votre femme depuis 40 ans, vous dites, ah bon, je vais aller à la pêche. Mais la pêche, tu vois, bon, au bout de... Voilà, tu peux pas faire ça toute ta vie. Donc, je vous renvoie un texte qui est génial. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais sur ce point-là, je suis d'accord. Un texte qui est génial, c'est le texte de Keynes qui s'appelle « Lettre à mes petits-enfants » en 1929. Voilà. Et il dit ceci, il dit voilà, avec les progrès, il anticipe ça au fond ce qu'on vit aujourd'hui, il dit avec les progrès technologiques, on aura besoin de travailler seulement 3 heures par jour. Ça suffira pour assurer la vie des individus. Mais le grand problème, c'est que si on ne travaille plus du tout, et donc il pense déjà au RUB, même s'il ne l'exprime pas comme ça, il dit, mais pour les personnes qui n'ont pas une passion forte, ce sera invivable. Alcoolisme et suicide. Si vous n'avez pas une passion très forte pour ce que vous voulez, ça m'est égal. Même pour la pêche à la ligne, ça m'est égal. Pour le sport, pour les lettres, pour la science, pour l'art... Peu importe, pour le jardinage, je m'en fous. Mais si vous n'avez pas une passion forte, ce que je dis, c'est que vivre sans travailler, au bout d'1 an ou 2, vous devenez cinglé, puis vous perdez l'estime de vous-même et vous perdez les relations humaines. Donc je ne suis pas pour le RUB. Mais j'ai des amis proches qui sont très très pour. Même mon frère qui a écrit un livre sur l'allocation universelle, donc de temps en temps on en parle. Et j'ai des amis très proches qui disent « Mais non, tu te trompes, il faut défendre le RUB. » Non, mais vous n'êtes pas pour le RUB, mais vous êtes pour une forme cousine quand même, qui est qu'on paye les gens pour quelque chose qui est utile à la société, mais qui n'est pas directement un travail qui produit une valeur. Ah si, ça produit quand même de la valeur, parce que tout ce oui, qui mais pas pour celui... Oui, une valeur générale, quoi. Oui, et puis pour celui qui travaille, c'est de la valeur, mais aussi c'est pour l'ensemble de la société que ça produit de la valeur. C'est-à-dire que, si oui, vous ça change les choses non, mais vous par rapport à avez... une activité salariée. Oui, mais bien sûr, mais vous avez l'activité salariée, qu'elle soit privée ou administrative, fonctionnaire, d'accord. Et puis vous avez l'activité pour la société. Ce qui est l'idée du RUB d'ailleurs. Au fond, je reprends cette idée. Mais sauf que c'est pas sans travailler. C'est un peu comme quand on dit pour le RSA, c'est bien d'avoir le RSA, c'est très bien, mais en échange, il y a une contrepartie. C'est que vous cherchiez du travail, par exemple. Même ça, c'est déjà un travail de chercher du travail. Mais là, je suis pour un travail, si vous voulez, qui ne rend pas service à l'administration ou à l'entreprise, mais qui rend service à la société globale. La rupture de solitude des vieux, ça rend service à la société globale. L'écologie, par exemple, désherber des forêts pour éviter des feux de forêt, pour éviter des incendies qui sont absolument catastrophiques, comme il y en a eu dans le Var à répétition, c'est rarement fait. Les entreprises privées s'en occupent pas. Les pompiers, les malheureux, ils peuvent pas faire ce travail-là. Les forestiers ont du mal à le faire. Bon, voilà, vous avez toutes sortes d'activités d'intérêt public. Voilà, c'est ça, d'intérêt général, qui ne sont prises en charge ni par le privé ni par le public. Et là, on a une masse de services civiques possibles. C'est ça que je dis. Voilà. Et je pense que c'est mieux que de payer les gens à ne rien faire. Alors Luc Ferry, il y a un autre domaine dont vous parlez évidemment dans votre livre en tant qu'ancien ministre de l'Éducation et qui nous effraie aussi quand même, c'est tout ce qui est l'école, depuis la plus tendre enfance, l'éducation, l'université. Quand on voit maintenant la rapidité avec laquelle on peut faire un devoir de maths, de géographie, de philosophie, de chimie, de tout ce que vous voulez sur ChatGPT,
que vont apprendre les enfants? Non, Oui, c'est une vraie question. Ouais. c'est une vraie question. Que vont Ouais. attendre les enfants? Et surtout, comment est-ce qu'ils vont se former l'esprit? Puisque de toute façon, ils sont en concurrence avec quelque chose sur lequel ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas lutter. Donc, qu'est-ce qu'ils vont foutre à l'école, les gosses, en Ouais. fait? Alors, il y a deux sujets différents, mais qui sont passionnants. Si j'étais ministre de l'Éducation, le premier sujet auquel je m'intéresserais, c'est les deepfakes et les jumeaux numériques, c'est-à-dire les fausses vidéos. Vous pouvez mettre la tête d'une gamine de troisième sur un film X porno, envoyer le film dans les réseaux sociaux et foutre sa vie en l'air, la pousser au Mais suicide. ça, c'est déjà le cas maintenant, Oui, en mais, fait, mais, ouais. mais, mais les programmes d'instruction civique n'en parlent pas. Donc c'est dingue de chez dingue. On ne parle pas de l'IA. Il n'y a rien sur l'IA, il n'y a rien sur les réseaux sociaux. Donc il faut, voilà. Deuxièmement, si j'étais en politique, je demanderais à mes collègues de se mettre d'accord pour lever l'anonymat sur les réseaux sociaux. Et puis je mettrais, si j'étais ministre de l'Éducation, un cours d'esprit critique. Voilà, 8 Français sur 10 croient à une fake news aujourd'hui, c'est pas acceptable. Bon, et puis de l'autre côté, pour revenir à ce que vous disiez, je ferai exactement le contraire de ce qui se fait dans certaines universités ou à Sciences Po, par exemple. Paradoxalement, je rendrai le ChatGPT pour certaines épreuves obligatoires. Par exemple, en philo. Je dirais, prenons un sujet de philo, n'importe quel sujet d'agrég ou bac, peu importe, c'est la même chose d'ailleurs, à deux capis près. Y a-t-il des critères du beau? Ou le beau est-il seul subjectif? Le goût est subjectif, hein, le sujet classique. Bon, je dirais à mes enfants, à mes élèves, enfin mes étudiants, je leur dirais, écoutez, vous demandez la réponse à ChatGPT, vous me donnez la réponse de ChatGPT, et c'est là que commence votre travail. Vous discutez la réponse de ChatGPT. Vous argumentez, vous complétez, vous contestez. Voilà. Et je ferai la même chose avec une classe d'école primaire. Je leur donnerai par exemple une jolie carte de Noël où il y a un Père Noël avec son chariot, comme c'est quoi? C'est un élan qui tire, ou je pense que c'est. Un renne, Un souvent. renne, ouais, un élan au Canada, un renne chez nous. Un renne en Scandinavie. Un renne en Scandinavie, d'accord. Il y a un chalet, il y a des sapins, bon, il y a, je sais pas, un petit écureuil dans la neige, je sais pas, une marmotte, enfin bon, peu importe. Et je lui dis, tu vas demander à DALL-E, c'est un ChatGPT génératif d'images, tu vas demander de copier l'image, mais pour copier l'image, tu vas lui dire ce qu'il y a dans l'image. Alors, s'il se trompe comme moi, il dit, il y a un élan, non, c'est pas un élan, c'est un renne. Et alors, on va voir que le résultat, au premier jet, si je puis dire, ça ressemblera pas du tout, parce qu'il y a une maison. Non, c'est pas une maison, c'est un chalet. C'est tout blanc. Oui, mais pourquoi c'est tout blanc? C'est de la neige. Bon, il y a des pins. Non, c'est pas des pins, c'est des sapins. Je vais obliger le gamin, gentiment, si j'ai pas mais de trouver les bons mots, d'être clair dans ses phrases, et ce sera un exercice de verbalisation qui sera magnifique. Oui, j'utiliserai mais ChatGPT. si je peux vous challenger sur ce Oui, point, allez-y, Luc, oui. vous en faites une espèce de pédagogie réactive. Et c'est-à-dire qu'il va avoir un premier jet, et puis il sera peut-être capable, s'il est astucieux, de dire là, c'est pas tout à fait ça, il sera créatif, etc. Je l'aiderai. Mais il y a un rôle du pédagogue. il n'en demeure pas moins que le travail de base, Oui. de rédiger le texte sur le Père Noël d'une page, il saura probablement pu le faire. Alors, si, parce que justement, je pense, c'est un petit peu comme, si vous voulez, j'ai une thèse là-dessus. Je pense que, comment dire, je vous donne une analogie. Il y a plein de fake news sur les réseaux sociaux. Presque tout est possiblement faux. En tout cas, on rentre dans un monde où on ne sait absolument pas si c'est vrai ou faux. Est-ce que c'est vraiment la personne qui a mis le post? Est-ce que c'est une deepfake ou pas? Par exemple, il y a une deepfake qui est très drôle où on voit Trump se battre avec la femme de Biden ou je sais pas quoi. Bon, et c'est très bien fait. Est-ce que c'est vrai ou pas? Bon, et donc je pense que paradoxalement, ça va revaloriser le travail des vrais journalistes. Vous voyez, très important pour moi. Bon, Ouais. parce que les signatures, ça a du sens. Vous voyez, Ouais. on va rentrer dans un monde de fake news, de jumeaux numériques, de deepfake, et du coup, les gens qui parleront en vrai, qui auront une signature, qui parleront en leur nom, deviendront beaucoup plus importants en matière d'information que toutes les saloperies qui circulent sur ces poubelles que sont les réseaux sociaux. Je dirais la même chose pour la connaissance. Je pense que ça va revaloriser les connaissances fondamentales. Parce que ne confondez pas l'information que va vous donner ChatGPT et la maîtrise de la connaissance. Ce n'est pas la même chose. Voilà. ChatGPT peut vous dire exactement tout ce qu'a fait Victor Hugo entre 1830 et 1848, mais ça ne veut pas dire que vous allez le comprendre. Alors, qu'est-ce qui va vous permettre de comprendre ça? Qu'est-ce qui va vous donner les clés de l'histoire littéraire et politique d'un Victor Hugo? Qu'est-ce qui fait, par exemple, que Victor Hugo va être le premier romantique à être républicain?
Alors que tous les romantiques sont anti-républicains, y compris Chateaubriand ou Lamartine. Enfin non, Lamartine non, mais Chateaubriand. Mais Lamartine, comme Victor Hugo, va devenir républicain alors qu'il est romantique. Et que le romantisme allemand, c'est quand même une des origines du nazisme, il faut bien le dire. Donc il déteste les Lumières, il déteste... voilà, bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais qu'est-ce qui vous permet de comprendre ça? Ce n'est pas l'information juste, par ailleurs, que va vous donner ChatGPT. Donc moi, je referai complètement les programmes autour de ça. Vous voyez, parce qu'il faut maîtriser les bases de la connaissance. Donc c'est pas l'information. C'est une refonte totale de l'enseignement. Et ce qui me désespère, c'est que au lieu de faire ça, on va mettre de l'éducation sexuelle à l'école primaire pour apprendre au môme à pas dire c'est mon zizi, mais à dire c'est un phallus. Mais je m'en fous qu'ils disent zizi ou phallus. C'est pas le problème. Ce que je voudrais, c'est qu'ils comprennent le monde. Voilà. Et vous voyez, on fait des bêtises, des stupidités. Pardon, c'est vrai que ça m'énerve. Au lieu de comprendre que cette IA va nous obliger à revoir les fondamentaux, non pas de l'information, mais de la connaissance, de la compréhension. Alors, Luc Ferry, vous n'êtes pas pour quelque chose qui est demandé par des grands intellectuels et des grands entrepreneurs, qui est actuellement la suspension de l'IA. Du genre, suspendons tout, ça va trop vite. Non, mais c'est ce que dit Elon Musk. Oui, même c'est Yuval Harari aussi. Oui, oui. Est dans le... Non, mais ils disent tous, ça va trop vite, on est débordé. Il faut s'arrêter. Pour des raisons qui sont diverses. Hein, les raisons des uns et des autres sont pas les mêmes. On va dire, on va suspendre, on va prendre le temps de... Et ça, vous dites... ça, c'est une vaste foutaise. C'est de la foutaise, oui. Ils se foutent du monde, ils le savent très bien en plus. Elon Musk lui-même a signé le moratoire, on s'arrête pendant 6 mois. Vous imaginez Elon Musk, vous le voyez à peu près à quoi il ressemble, arriver dans son entreprise et dire « Allez les gars, prenez des vacances, arrêtez-vous, parce que voilà, il faut qu'on prenne le temps de réguler sur le plan moral. Hein, voyez. Mais il y a des gens très bien qui ont signé ce moratoire, Bengio, des gens remarquables. Bon, mais c'est une blague. Yuval Harari le sait très bien, il n'est pas idiot ce garçon. Pourquoi c'est une pure blague? Parce que dans le contexte de la mondialisation libérale, on ne peut pas s'arrêter. Imaginez que l'Europe et même les États-Unis avec, disons l'Occident, pour des raisons morales, acceptent un moratoire de 6 mois, une pause pour réguler, pour prendre le temps de réguler. Mais Daesh est excellent sur l'IA. Daesh travaille jour et nuit sur la question de savoir comment contrôler les avions de ligne des pays occidentaux ou les bagnoles autonomes des pays occidentaux. Les drones. Voilà. Les drones, voilà. Et donc, non seulement Daesh ne s'arrêtera pas, mais Poutine ne s'arrêtera pas, Xi Jinping ne s'arrêtera pas, mais les Chinois pleureraient de rire si on appliquait ce moratoire. Ils hurleraient de joie. Ils diraient, mais c'est surtout, c'est bien. Allez, vous les Occidentaux qui défendez les droits de l'homme et la démocratie, mais arrêtez-vous. Pendant ce temps-là, vous croyez qu'on va s'arrêter aussi? C'est une blague. Ils se foutent de nous, les gens qui disent ça. Oui. Et du reste, Elon Musk l'a signé, c'est dire à quel point c'est faux. Mais alors, effectivement, mais ça révèle derrière... Ah oui, le problème est vrai. Le problème est une peur, et bien sûr. Une angoisse, parce que personne ne sait où on va dans cette histoire. Mais bien sûr, moi-même j'ai peur. Ouais. Même mes amis qui travaillent là-dessus et qui sont geeks ont peur. Ils disent, par exemple, les deepfakes, c'est très dangereux. Vous avez les jumeaux numériques. J'ai un ami qui a fait fabriquer un jumeau numérique de lui-même, qui a discuté 20 minutes avec ses enfants. Ils ne se sont pas aperçus que ce n'était pas leur père. Et donc, c'était par... C'était par visio, c'est forcément par visio. Voilà, peut-être un jour, je sais pas. Mais vous avez raison de le préciser, sinon on ne comprend pas. C'est par visioconférence. Et le patron de Zoom, par exemple, Zoom, tout le monde aujourd'hui sait ce que c'est Zoom grâce à la pandémie, ou à cause de la pandémie. Et le patron de Zoom a déclaré lui-même qu'il se faisait représenter par son jumeau numérique dans les visioconférences, y compris pour répondre aux questions. Et il y a eu, vous pouvez le vérifier vous-même très rapidement, un scandale à Hong Kong parce qu'un patron, en fait c'était un faux patron, c'était un jumeau numérique, a demandé à son directeur financier dans une visio de virer 25 millions de $, mais c'était en fait à lui-même qui les a virés, c'était pas le patron. Voilà. Et donc j'ai des amis qui fabriquent des deepfakes, je pourrais vous en faire écouter une là, ça sont pesant de cacahuètes. J'ai des deepfakes de Macron, d'Obama, de Zuckerberg, disant que mon livre est absolument génial, ce qui par ailleurs est vrai, mais c'est pas eux qui le disent, c'est moi, donc ça relativise le propos. Je rigole évidemment, mais ces deepfakes sont absolument indétectables. Voilà, donc la question de la peur, elle est légitime. La peur sur l'emploi, la peur sur les deepfakes, la peur sur les fake news, tout ça est légitime. Moi aussi, par moments, j'ai vraiment la trouille. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Et mes amis eux-mêmes, ceux qui travaillent chez Google, qui travaillent chez Sam Altman ou qui sont passionnés d'IA, vous allez en inviter quelques-uns d'ailleurs dans votre émission, dans votre série, mais eux aussi, il y a un moment, Laurent Alexandre me disait, moi-même j'ai la trouille, quoi. Et lisez le très très beau livre du professeur
professeur Bibot, qui est cancérologue à Pompidou, et lui, il est honnête. Il dit, mon métier est foutu, c'est fini. L'IA est meilleure que moi en cancérologie. Oui, mais il y a peut-être d'autres façons. Il ne fait pas que de l'analyse, il fait Non, d'autres mais choses. il dit on pourrait se reconvertir en programmeur, mais il dit, même ça, je ne pourrais plus le faire, Ouais, parce que l'IA sera meilleure que moi, elle s'auto-programme. Vous voyez, c'est pour ça que je tire la sonnette d'alarme, parce qu'il y a des gens honnêtes qui ont l'honnêteté de dire, mais même en chirurgie, aujourd'hui, cancer de la prostate, on opère, si on a la chance de tomber sur un bon chirurgien, on opère à 3 mètres du malade, voilà, et qui est équipé du matériel qu'il faut pour que l'IA le guide, voilà, avec évidemment des écrans, etc. Et il y a par exemple à Nice un centre de chirurgie des os qui utilise l'IA, qui est absolument formidable, parce que pour remettre une plaque à la place d'un autre, ce qui a été abîmé, l'IA va vous calculer ça au millième de millimètre près, ce que l'humain n'est pas capable de faire, etc. Voilà, donc il faut... Moi, j'ai fait ce livre qui est très, très pédagogique, et à chaque fois, je donne toujours le pour et le contre. Et puis je cite beaucoup de gens pour qu'on puisse se faire une idée. Mais c'est aussi pour tirer la sonnette d'alarme, parce que moi-même, j'ai peur pour mes enfants, notamment de ce monde où plus rien ne sera certain. C'est très inquiétant, ça, où les deepfakes seront partout. Et je reçois toute la journée des gens qui m'envoient des deepfakes. Ça me met même en colère, parce que eux, ça les fait rire, parce qu'ils n'ont pas compris à quel point c'était dangereux. Le jour où ça tombera sur leur fille, à qui on aura mis, qu'on aura propulsé la tête sur un film X et qu'on aura balancé sur les réseaux sociaux, ils rigoleront moins. Ils ne comprennent pas que c'est la même technique. Vous voyez ? Ouais. Alors, il y a quelque chose qui ne vous fait pas peur, par contre, Luc Ferry, apparemment, il vous en parlait longuement dans votre livre, Oui. et on en parlait au début de cet entretien, on va reboucler là-dessus, c'est ce qu'on appelle l'IA forte. L'IA forte, c'est l'IA Oui. qui remplace l'humain, qui Oui. devient... Oui. Alors, ça, vous avez des tonnes de science-fiction, de romans de science-fiction. D'ailleurs, entre parenthèses, la science-fiction n'est plus possible avec ce qui se passe en ce moment, puisque la réalité va beaucoup plus vite que l'imagination des écrivains. C'est un genre. C'est un genre qui est ringardisé. Y compris avec totalement. l'idée que les robots vont prendre le pouvoir. Il y a beaucoup de gens qui le croient. Benjio le croit. Enfin, il a beaucoup écrit là-dessus. Oui. Voilà. Alors que c'est Alors ça, vous n'y croyez pas. C'est pour ça que ça ne me fait pas peur. C'est parce que j'y crois pas, oui. Mais je n'y crois pas du tout, justement parce qu'on en parlait en commençant. Je pense que la vraie différence... Parce que je ne suis pas matérialiste. Si j'étais matérialiste, j'y croirais. Tous mes copains y croient. Il faut que vous expliquiez un petit peu ça. J'y reviens. Ça vaut le coup de l'expliquer un petit peu. Mes copains matérialistes me disent... Mais qu'est-ce que tu crois que tu es d'autre qu'une machine? Toi-même, tu es une machine. Donc les machines que nous fabriquons... Or, tu as la conscience de soi, tu as des émotions. Mais tu es une machine. Un matérialiste, il pense qu'on est une machine. On n'est que le corps humain. Et le cerveau n'est que... La pensée n'est que le produit du cerveau. On est moniste quand on est spinoziste et marxiste en même temps. On est moniste en ce sens qu'il n'y a pas d'un côté le corps puis de l'autre côté la pensée, mais c'est tout un. C'est ça, on n'est pas dualiste comme Descartes ou comme Kant, d'accord? Et donc, ils me disent, mais tu n'es rien d'autre qu'une machine. Donc, tu as la conscience, tu as des émotions. Donc, nous fabriquons des neurones artificiels qui sont tellement performants qu'un jour, ces machines auront la conscience et des émotions. On aura créé une post-humanité. Bon, très bien. Le débat, c'est très compliqué, ce que je voulais te dire. Je l'explique dans le livre, mais c'est très compliqué. En quelques mots, bien entendu. Voilà. Les gens iront lire pour approfondir ça dans le livre. Mais au final, ça rejoint le débat entre déterminisme et libre arbitre. Parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, qui suis un philosophe du libre arbitre, et qui suis très, très, très anti-spinoziste, évidemment. Je pense que le déterminisme, pour parler comme Popper, est non falsifiable. C'est une thèse métaphysique, ce n'est pas une thèse scientifique, contrairement à ce que croient la plupart des scientifiques. Donc je dis, le déterminisme est une thèse lourdement métaphysique et tout à fait illusoire. Donc je suis partisan du libre arbitre, et du coup, j'y reviens, la vraie différence, c'est la seule. C'est la seule, ce n'est pas une différence d'intelligence, c'est une différence en termes de libre arbitre. Je choisis mes valeurs. L'IA ne peut pas vous dire s'il faut préférer Boulez ou Schubert. Voilà. Et donc, c'est ça la vraie différence. Et je vais vous dire quelque chose de plus pour qu'on comprenne bien. On peut être super intelligent, comme Heidegger, et être nazi. On peut être super intelligent comme Foucault et être maoïste et défendre Khomeini. La morale n'est pas une affaire d'intelligence. On peut être un petit paysan qui a zéro culture, mais qui est un type bien et qui a des vraies valeurs morales. C'est ça la différence. Qui vous dit que des IA n'auraient pas eu plus de valeur que ça? Mon père, qui s'est évadé 4 fois des camps nazis, me disait toujours, ce qui m'a frappé le plus, me disait-il, c'est que je me suis trouvé en sympathie avec des gens qui étaient complètement incultes, mais qui étaient des gens bien. Et
malheureusement, beaucoup d'universitaires, d'intellectuels n'étaient pas courageux, ils avaient la trouille. Voilà. Et je ne dis pas ça pour tout le monde, ce n'est pas une généralité. Mais ce que je dis, c'est que l'alignement sur des valeurs pour la machine, c'est un programmeur qui le fait, cet alignement, nous choisissons. Mais si j'étais, encore une fois, matérialiste et spinoziste et disciple de Changeux, pensant qu'on est aligné sur notre code neuronal, je dirais il n'y a pas de raison pour qu'on n'invente pas une IA forte. Donc, voilà. L'IA forte ou l'intelligence artificielle ne peut pas, à ce moment-là, nous remplacer. Non, elle ne peut pas. Voilà. Et elle ne pourra pas nous remplacer, même si elle peut nous imiter. Mais d'ailleurs, ce que je dis à mes amis matérialistes qui pensent que l'IA forte est possible et qu'elle va très bientôt arriver, et j'en ai beaucoup qui pensent ça, et parmi ceux d'ailleurs que vous allez recevoir, il y en a, et d'ailleurs souvent chez les spinozistes, ils pensent ça parce qu'ils sont déterministes. Et donc, ils pensent que l'IA forte, il n'y a aucune raison pour que les neurones artificiels ne produisent pas un jour de la conscience. Je leur dis, mais ce qui est dingue dans votre analyse, c'est que vous ne comprenez pas que ce qui est génial, bluffant, sidérant dans l'intelligence artificielle, c'est justement qu'elle n'est pas du tout humaine. C'est que ça n'est que des statistiques, ça n'est que des maths. Aurélie Jean a raison, par exemple, vous devriez l'inviter, elle, parce qu'elle dit, mais c'est que des maths. Elle est invitée, mais elle ne pouvait pas. Voilà. Ah, c'est dommage. Elle dit, c'est que des maths. Et donc, Bengio dit la même chose. Ne plaquez pas votre anthropomorphisme sur ces machines. Bien sûr qu'elles peuvent nous imiter, bien sûr qu'elles sont empathiques, bien sûr que vous discutez avec elles comme avec un humain, mais ce ne sont que des machines. Et justement, c'est ça qui est génial. Si vous vouliez prétendre que ce sont des IA fortes, des post-humanités immortelles, dans ce cas, il n'y a plus rien d'étonnant. C'est simplement dans ce cas-là que, d'accord, les neurones artificiels ont réussi à produire la conscience. Très bien, ok. Donc dans ce cas, Luc Ferry a tort, c'est parfait, mais c'est pas étonnant. Si c'est une post-humanité, c'est normal qu'elle pense, d'accord. Mais si c'est une machine qui pense, ça c'est bluffant. Et elle pense mieux que nous, plus vite que nous. Voilà, je lui ai fait passer le QI, je lui ai fait passer le WISC moi-même, perso, puisque j'avais fait une licence de psycho quand j'étais jeune. Elle a 160 de QI. Elle est au-delà des 0,1% en intelligence pure. Mais on peut être très intelligent et être une ordure. Et on peut être très, très, très peu intelligent et peu cultivé et être un type bien. Donc la morale, l'esthétique, ce n'est pas des affaires d'intelligence. Alors, Luc Ferry, on arrive à la fin, il nous reste quelques minutes, mais vous semblez ouvrir à la fin de votre livre sur une vision que probablement vous développerez, je pense, après, sur une vision finalement d'un être humain ou d'un sapiens hybride. C'est-à-dire que vous avez l'air de penser que l'avenir est non pas dans le remplacement, ni dans la complémentarité totale, mais enfin dans la complémentarité plutôt, et dans l'hybridation. Oui, je pense qu'on y arrivera, et je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise chose si c'est très contrôlé et très intelligemment. Ça peut faire peur aussi. Hein. Oui, bien sûr, mais moi je suis très pro, alors je ne vais pas dire transhumaniste, parce que sinon les gens en France comprennent rien à ce que ça veut dire, mais je suis absolument pour la lutte contre la vieillesse. C'est-à-dire, j'ai un ami, Jean-Marc Lemaître, qui a écrit un livre que j'ai préfacé, qui s'appelle « Guérir la vieillesse », et je pense qu'on est en train de progresser de manière exponentielle et fascinante dans la lutte contre la vieillesse. Et je pense que si, allons plus loin, je vais vous dire très clairement les choses, je pense que la nature n'est pas un modèle moral. Voilà, c'est ça le fond de ma pensée. À part les nazis et quelques écologistes délirants, personne ne peut sérieusement considérer que la nature est un modèle moral. Il y a des choses merveilleuses dans la nature, il y a des choses magnifiques, la beauté naturelle, l'intelligence de la nature aussi, je dirais. Il y a des choses intelligentes dans la nature. Les systèmes naturels sont intelligents d'une certaine manière, même s'ils ne sont pas conscients. Mais la nature, c'est, Darwin a raison, c'est d'abord et avant tout la sélection naturelle. Tout ce qu'on a inventé de beau dans les démocraties est antinaturel, que ce soit les antibiotiques ou les retraites ou la protection des handicapés, des fous, des faibles, des vieillards, tout ce que vous voudrez. Tout ce qu'on a inventé en termes de protection humaine est antinaturel. Dans la nature, les vieux, ils crèvent. Voilà, je cite toujours un proverbe africain qui m'a toujours fait rire. Lorsque tu es poursuivi par le lion, il n'est pas la peine de courir plus vite que le lion, il suffit de courir plus vite que ton voisin. Et si le voisin est vieux et handicapé, c'est tout bénéfice. Voilà. Donc c'est ça la nature. Donc ce que je dis, c'est que voilà, moi je ne prends pas la nature comme modèle moral. Et donc si la science peut améliorer la nature, si elle peut me donner un jour un cœur meilleur que celui que m'ont donné les parents, je prends.
Voilà, je suis pas naturaliste, si vous voulez. Et donc, alors, évidemment, ça demande à être encadré. Il ne s'agit pas de fabriquer un surhumain avec une casquette de nazi et des yeux bleus. C'est pas ça. Mais il s'agit et je pense que la vieillesse est une saloperie. Voilà, on dit le bien vieillir, mais c'est pas vrai. J'ai 74 ans, je vais me faire une prothèse du genou et si je pouvais l'éviter, je l'aurais évité. Voilà, il n'y a rien de bien dans la prothèse du genou, sauf que ça me rend, ça m'aide. Mais si j'avais pu l'éviter, je l'aurais évité. Voilà. Et le fait qu'on devienne moche, qu'on perde les muscles, voilà, qu'on attrape toutes les maladies de la sénescence, l'inflammatoire, l'arthrite, l'arthrose, etc., ça n'a rien de positif. C'est pas vrai. Donc on dit ça tout pour ce se qui peut nous consoler. aider, y compris les progrès de l'IA, dans un sera bon à prendre. Mais là, bien sûr que l'IA va nous aider à progresser dans la lutte contre la vieillesse. Et je suis désolé de dire ça pour tous les vieux qui sont comme moi et que je suis comme eux. Et je suis comme eux. Cette IA, si elle peut nous aider à lutter contre la vieillesse, je prends. Voilà, parce que c'est pas vrai. De Gaulle a raison, la vieillesse est un naufrage. Et on ne s'en tire que si on meurt avant. Luc Ferry, j'aime bien rigoler, mais bon. Oui, non, mais on a abordé plein de thèmes pour ce merci à vous, premier surtout, rendez-vous. C'était vraiment très riche. Merci beaucoup d'être venu donc sur ce podcast Sapiens et intelligence artificielle, rivalité ou complémentarité, à partir de votre livre qui s'appelle IA, grand remplacement ou complémentarité, qui est paru aux éditions de l'Observatoire. Merci Luc Ferry. Merci mon cher Marc.